Transfusion sanguine, vaccination ou encore antibiotiques, des expressions synonymes de progrès, car ces avancées médicales, parfois réalisées sur plusieurs décennies, ont permis de vaincre des pathologies qui furent parfois de véritables fléaux pour l'humanité. Pour décrypter ces révolutions thérapeutiques, nous recevons un professeur de microbiologie, chef de service de l'hôpital Necker Enfants Malades, Patrick Verche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également le co-auteur avec Jean-Jacques Lefrère du livre « Quand la médecine gagne ». Première question, est-ce qu'il y a des grands virages dans l'histoire de la médecine? L'histoire de la médecine a de très grands virages. Le premier virage date d'Hippocrate au 5e siècle, où les Grecs ont dit, Hippocrate a dit, les maladies sont dues à des causes naturelles. On peut situer un deuxième virage important au XVIIe siècle, c'est l'introduction en quelque sorte des mathématiques et de la quantification en médecine. À la suite des travaux de Galilée, on commence à faire des équations pour les lois de la nature. Et ça a été immédiatement appliqué à la médecine, et c'est la découverte de la circulation sanguine. Harvey a basé sa découverte sur une expérimentation quantitative. Ensuite, il y a eu, au XIXe siècle, la très grande avancée, la révolution pastorienne, et la découverte de l'hygiène et de la théorie des germes, qui a permis de faire diminuer considérablement les maladies infectieuses. Et au XXe siècle, on a une multidisciplinarité entre la médecine, la biologie, la physique, la chimie, l'informatique, et on a l'imagerie qui apparaît, et surtout la découverte de l'ADN, la double hélice de Watson et toutes les conséquences sur la biologie du vivant et la médecine. Il y a eu d'autres découvertes qu'on peut estimer extrêmement importantes, par exemple la découverte de l'anesthésie. Imaginez qu'avant 1850, on opérait sans anesthésie. On faisait des interventions qui duraient 10 à 15 minutes dans des conditions épouvantables, au milieu des cris, etc. Et soudain, on a trouvé que l'éther, le chloroforme, le protoxyde d'azote entraînaient une anesthésie générale. Et ça a transformé complètement la chirurgie. Donc ça, c'est à mon avis une découverte importante, même si elle est peut-être de hasard. Et puis il y a eu d'autres découvertes, les anticoagulants, les antibiotiques bien entendu. Les antibiotiques qui ont également été découverts par hasard. Les antibiotiques ont été découverts par hasard par Alexander Fleming. L'histoire est célébrissime. En 1929, revenant de vacances, il voit une boîte de pétri, une boîte de culture sur laquelle il y a des champignons et des staphylocoques. Et il voit que les champignons inhibent la croissance des staphylocoques. Et c'est comme ça que la pénicilline a été découverte. Mais ce qui est curieux, c'est que Alexander Fleming n'a pas saisi tout de suite la portée de sa découverte. Il n'a pas fait les essais chez l'animal. Il a pensé que ce n'était pas intéressant. Il l'a abandonné au bout de 3 ou 4 ans. En 1939, c'est Florey qui fait les expériences chez l'animal et il montre que la pénicilline agit très fortement sur les infections à streptocoque ou à d'autres germes. L'histoire de la médecine est émaillée de grandes personnalités comme cette pédiatre Hélène Taussig qui a permis de soigner celle qu'on appelait la maladie qui touchait les enfants bleus. Hélène Taussig, c'est une histoire, je dirais, extraordinaire. C'est une personne qui est pédiatre au Johns Hopkins à Baltimore. Elle s'occupe de cardiologie, son patron lui donne une petite unité pour s'occuper des enfants bleus. Ces enfants ont une malformation cardiaque à la naissance complexe, c'est ce qu'on appelle la tétralogie de Fallot. Ils meurent asphyxiés en quelques années. Progressivement, ils vont s'étioler et en 5 à 10 ans, ils meurent. Le service d'Hélène Taussig, c'est des enfants dans cet état-là. Elle dit non, elle dit il faut faire quelque chose. Elle se tourne vers un chirurgien qui s'appelle Blalock, Alfred Blalock. Elle lui propose une intervention pour permettre d'oxygéner les poumons. Et le 29 novembre 1944, la première intervention sur un enfant bleu qui était condamné, qui était en très mauvais état, c'est une petite fille de 6 mois, a marché. Et ensuite, ils ont eu une notoriété mondiale, on venait du monde entier. Dans les années 50, il y avait encore en France des jeunes bébés qui mouraient de maladies bleues. Maintenant, vous n'entendez même plus parler parce qu'on les opère à la naissance. Ce qui est aussi surprenant, c'est de voir que certaines grandes découvertes paraissent comme cela très simples. Je pense notamment à l'eau salée qui permet de combattre le choléra. À mon avis, c'est ce que j'appelle les humbles découvertes. C'est une découverte physiologique au départ. On a montré que quand on ajoutait du glucose, du sucre, dans l'eau salée,
le sodium était beaucoup mieux absorbé. Si par exemple vous buvez de l'eau de mer, vous allez avoir la diarrhée. Si vous rajoutez du sucre, vous allez réabsorber l'eau. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui réhydrater des enfants rapidement, sans perfusion, par voie orale. La mortalité en 1985 des enfants dans le monde de moins de 5 ans était par diarrhée et choléra d'environ 5 millions d'enfants par an. Actuellement, elle est de 1,2 million ou 1,3 million par an. Ça, c'est dû aux selles de l'UNICEF qui sont distribuées gratuitement dans le monde entier, des centaines de millions de doses. Et vous pouvez vous réhydrater très rapidement simplement en prenant ces selles. Une autre avancée de la médecine très intéressante à étudier parce qu'elle s'est déroulée sur plusieurs siècles, c'est celle de la transfusion sanguine qui a été utilisée la première fois de façon un petit peu triviale sur un pape Innocent VII. Pour sauver un pape qui était à l'agonie, on lui a fait boire du sang de jeunes gens, etc. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nous ne le savons pas. L'histoire de la transfusion, elle commence en fait au XVIIe siècle. On utilisait les transfusions, les premières, sur des déments. C'était pour changer l'âme, en quelque sorte. Pour changer l'âme, exactement. La première histoire, elle est passée en justice, c'est pour ça qu'elle est célèbre, c'est l'affaire de Mauroy. Mauroy était un homme qui était dément et il a été transfusé avec du sang de mouton de façon itérative et il a fini par mourir parce qu'on ne connaissait pas les chocs à ce moment-là et sa veuve a fait un procès. Donc on a si je puis dire, les minutes du procès. Et ça a été donc interdit par le Parlement de Paris. Et on n'entend plus parler jusqu'à peu près 1902. C'est la découverte des groupes sanguins par Landsteiner, qui est une découverte fondamentale. Et à partir de 1902, on commence à transfuser avec un peu plus de sûreté, surtout pendant la Première Guerre mondiale. Oui, et cette interdiction de faire des transfusions sanguines a été levée notamment grâce à des obstétriciens anglais qui en fait se disaient qu'il fallait trouver une solution pour sauver les femmes qui mouraient lors de l'accouchement. Voilà, les transfusions ont été utilisées d'abord pour les femmes qui mouraient d'hémorragie, ce qui était très fréquent. La mortalité des jeunes femmes à l'accouchement, parfois ça pouvait être une femme sur 3. Pas forcément d'hémorragie, ça pouvait être d'infection. Donc c'est les obstétriciens qui mettent la pression et après c'est la chirurgie de guerre. Une avancée médicale qui n'a pas toujours fait l'unanimité, loin de là, c'est celle des électrochocs. Quand on en parle dans l'imaginaire collectif, tout le monde pense à ce fameux film de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou, où on y voit Jack Nicholson subir un électrochoc contre son gré. Pourquoi les électrochocs ont eu une si mauvaise image ? Alors ils ont une très mauvaise image parce que ça a presque été un instrument de torture à un moment. Ça a été une dérive. Mais l'idée de faire un choc aux personnes folles, par exemple aux schizophrènes, est une idée très ancienne. Par exemple, au Moyen-Âge, on jetait les schizophrènes ou les fous dans des fosses de serpents pour leur faire très peur. Après, on a fait de la malariothérapie dans les années 1920 en donnant une forte fièvre. Après, on a fait la cure de Sackel qui consistait à injecter de l'insuline pour les mettre en coma diabétique. En 1938, il y a un Italien, Serletti, qui a voulu utiliser l'électricité pour déclencher des crises d'épilepsie. Alors l'idée était que les épileptiques ne font pas de schizophrénie. Et donc on s'est dit, mais peut-être que l'épilepsie, ces crises de grand mal, préviennent la schizophrénie. Donc il fait des électrochocs chez un schizophrène avec des bons résultats. Un patient. Vous savez, il peut y avoir des rémissions spontanées. Et à partir de ça, il y a eu une dérive, on a utilisé l'électrochoc dans toutes sortes de maladies, sans aucun résultat. Et c'est presque un instrument de torture. Antonin Artaud, par exemple, a subi pas mal d'électrochocs et il a écrit là-dessus. Donc l'électrochoc avait très mauvaise presse. À tel point qu'on est obligé de ne pas utiliser le mot électrochoc. On a changé de vocabulaire. Aujourd'hui, on a trouvé l'indication où c'est vraiment efficace. C'est dans une maladie qui est terrible, c'est une dépression grave qu'on appelle la mélancolie. Et les jeunes femmes mélancoliques, quand on leur fait une sismothérapie, on dit, eh bien on arrive à les sortir complètement de leur mélancolie. Donc c'est devenu une thérapeutique parfaitement ciblée qui est faite sous anesthésie générale et avec curare. Et donc les gens ne souffrent pas, parce qu'avant ils souffraient atrocement puisque c'était fait sans anesthésie comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. L'avancée médicale qui a marqué le début des années 2000, du moins en France, c'est la greffe de visage en 2005 qui au départ est partie d'un fait divers assez glauque. C'est une dame qui a tenté de mettre fin à ses jours et son labrador affamé au bout de quelques heures, plusieurs jours, lui a mangé une partie du visage et l'équipe du professeur Duvauchel a réalisé la première greffe de visage sur cette femme. Quand vous n'avez plus de visage, vous n'êtes plus un individu.
on ne peut plus vous regarder, vous n'existez plus. Pas vivre sans visage. C'est une chose absolument intolérable. Si vous voyez des photos des gens qui sont sans visage, je vous assure, c'est très difficile à soutenir. Donc, greffer le visage, c'était une greffe composite, c'est-à-dire utilisant plusieurs tissus différents et utilisant également des procédés de micro-ligature. Donc, c'est un exploit technique extraordinaire en reconstituant le visage de la personne. Alors, la personne qui donne son visage, évidemment, est morte. Les parents donnent leur consentement. On reconstitue le visage du mort avec de la cire à l'identique pour que le mort puisse être honoré par sa famille. Et on greffe le visage, c'est une opération très longue, sur cette personne et on la rend à la société en quelque sorte, on lui redonne vie. Et maintenant, je crois qu'il y a à peu près 14 greffes de visage actuellement dans le monde. C'est une opération qui a fait florès. Est-ce que la médecine bute sur certains domaines aujourd'hui? Je pense notamment à la maladie d'Alzheimer. Il y a encore énormément de découvertes à faire. Toutes les maladies neurodégénératives, certains cancers, la maladie d'Alzheimer que vous avez citée, les maladies à prions, toutes ces maladies-là, nous n'avons pas vraiment de solution. L'étape essentielle de la recherche médicale, c'est d'abord de décrire la maladie, ce qu'on appelle la nosologie, et après d'en chercher la cause. Alzheimer, on ne connaît pas la cause d'Alzheimer. Il y a des hypothèses bactériennes, dégénérescence, etc., prions, mais qui ne sont pas encore parfaitement établies. Si on se projette un petit peu dans le futur, quelle serait l'avancée médicale la plus importante? Peut-être la thérapie génique déjà à l'œuvre avec les enfants en Alors, la thérapie génique est certainement... l'idée, c'est de reconstituer des gènes qui sont abîmés. C'est un peu l'idée de René Descartes, l'homme-machine. C'est-à-dire l'homme est une machine, eh bien on va lui remplacer le rein, le cœur, le foie. On fait des greffes, etc. Mais là, on va dans l'intime du vivant, dans le DNA lui-même, et on peut refaire un gène qui est indispensable pour lutter contre les infections. Pour terminer, on pourrait rajouter que la médecine a permis en quelques dizaines d'années seulement de doubler l'espérance de vie. Elle a permis de doubler l'espérance de vie et je crois qu'au XXIe siècle, les grands challenges, c'est une approche multidisciplinaire, ça c'est absolument évident, certainement une médecine prédictive qui va utiliser toutes les données génomiques et une médecine individualisée, personnalisée, comme on dit. Et à mon sens, les grandes avancées viendront essentiellement de la biologie du développement, comprendre les mécanismes de biologie du développement, le développement du cerveau en particulier, et aussi de la génétique. Patrick Berche, merci beaucoup pour cette conversation. À bientôt pour un nouvel échange.